Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors, je fais tourner cette vidéo en ce vendredi ensoleillé. La chronique rédigée sera publiée sur le blog lundi matin. C'est un petit peu habituel, mais je vous le rappelle quand même. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un roman que j'ai trouvé vraiment exceptionnel et particulier, qui est Carmen. Alors, c'est le tome 1. Forcément, il y aura un tome 2. D'ailleurs, il y a la couverture qui est plus ou moins, prévue. Voilà. Alors, je montre ce livre parce que la couverture, je la trouve belle, mais intrigante à la fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un joli visage, un regard qui est vraiment merveilleux, mais alors sans aucune expression et sans aucun arrière-plan. La couverture est fabuleuse, finalement. Parce que je crois qu'elle reflète vraiment l'ambiance qu'on va découvrir après à travers les pages. Bel exercice, cette couverture. C'est pas forcément facile. Alors, l'auteur, c'est Roselyne Lambert, qui est donc auto-édité. Alors, si vous allez acheter le livre, vous verrez qu'il est donné pour 278 pages. Je pense qu'il a été réédité, parce que mon exemplaire à moi en fait 434. Mais il est dans un format poche, voilà, un petit format. Alors, il est possible qu'en plus grand format, on ait un nombre de pages différent, ça c'est très possible. Il est très bien aéré, enfin en tout cas l'édition que j'ai est très bien aérée, très agréable à la lecture, vraiment. En plus d'être un super roman, c'est toujours bien de pouvoir avoir un confort de lecture, surtout quand on lit le soir, ou en ce moment, c'est vrai que le temps n'est pas toujours sympa. Et que on est dans le... On vit dans un monde sombre. L'auteur est née à Montréal. Alors, elle est poète et anthropologue. C'est marrant, non? Alors, elle a publié d'autres romans, dont Les couleurs accidentelles, un livre en couleurs, et puis Clinique. C'est un livre avec des animaux aussi, voilà. Elle s'intéresse pas mal au voyage, apparemment à la couleur et aux matières, aux animaux, aux plantes. Voilà. Elle collectionne des cartes postales et j'ai beaucoup apprécié dans sa bio que ce soit quelqu'un qui aime écrire et envoyer des lettres par la poste. C'est quelque chose que j'adore, donc que je fais avec mes quelques amis. Au lieu de s'envoyer des emails, on s'envoie des lettres par la poste. Ça peut vous sembler très, très vieux jeu, mais c'est très agréable de recevoir autre chose dans sa boîte aux lettres que des pubs et des factures. J'ai malheureusement pas eu la dédicace et le courrier, mais c'est vrai que ça peut s'arranger. Donc, c'est quelqu'un qui écrit, voilà, et qui est poète. Alors, l'anthropologie mène à la poésie, pourquoi pas? Avez-vous envie que je vous parle un peu du roman? Parce que l'anthropologie, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas tellement... pas du tout. C'est pas mon truc. Mais, par contre, j'ai beaucoup aimé Carmen. Et Carmen est une lycéenne qui est vraiment pas comme les autres. J'irais même jusqu'à dire qu'elle a pas de bol.
Carmen est une adolescente d'à peine 16 ans qui vit à travers ses notes en classe. Apprendre, c'est sa source de liberté, et les lectures qu'elle fait sont des voyages. C'est une façon pour elle de vivre. Elle est excellente élève, mais très solitaire. Le mot vraiment employé, enfin la phrase, c'est ses souliers vernis. Elle va donc au lycée avec des souliers vernis, des cheveux courts noirs, une tenue extrêmement stricte. Et évidemment, la première de la classe avec un look complètement hors du temps en fait un souffre-douleur pour les deux superbes nanas de la classe, branchées avec tout ce qu'on veut, Chloé et Sarah. Et puis il y a aussi Wael qui est un très beau garçon qui est dans la même classe que Carmen. Dans le roman, au début, on est au mois d'octobre. C'est plutôt des soirées qui commencent à être sombres. Carmen prend le bus pour rentrer chez elle. Et donc après les cours, elle ne traîne pas, elle range ses affaires et elle va à son arrêt de bus. Et puis ce jour-là, elle se rend compte que Wael est derrière elle et qu'il prend le même bus. Bon. Et puis il descend au même arrêt. Et il marche derrière elle. Alors au bout d'un moment, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, quoi? Elle se retourne. Elle dit, mais tu me suis, qu'est-ce que tu veux? Alors, non, ouais, elle la suit pas pour la suivre. Il se trouve que sa famille vient d'emménager dans la maison qui est voisine de celle des parents de Carmen. Et que du coup, il a une copine une fille de sa classe qui habite à côté de chez lui, et il essaye de discuter, il essaye de faire un peu plus connaissance, rien de mal à ça. Par contre, Carmen, elle lui trouve du charme, mais elle doit rentrer. Voilà. C'est sa vie à elle, elle va au lycée et puis elle rentre. Carmen a une vie très 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 bien rangée. Quand elle rentre chez elle, c'est un autre monde. Elle referme la porte et elle est dans un autre monde où elle aligne ses beaux souliers et où il n'y a pas de saleté. Tout est prohibé et puis elle mange en silence, elle fait sa vaisselle, elle ne demande rien. La seule fois où elle a un petit peu, où elle a osé demander quelque chose, elle a été tellement rouée de coups qu'elle en a encore des traces, et du coup elle a appris à se taire, à ne rien demander, et elle n'ose aucune extravagance parce que sa mère ne veut pas que sa fille ressemble à une pute. Donc le terme est lâché, et vous le retrouverez tout au long de ce livre. Donc chaque soir, Carmen lit un passage de la Bible. Elle est enfermée dans sa chambre avec un pot de chambre parce qu'elle ne peut pas en sortir. Sa mère ferme à clé. C'est une chambre vraiment très rudimentaire où elle peut faire ses devoirs et dormir. Donc nous avons là la situation d'une adolescente qui est vraiment très différente des autres ados de son lycée ou même d'autres lycées. Mais, et c'est bien ce qui va tout faire basculer dans la vie de Carmen, c'est que Wael, qui habite maintenant à côté, va pas se laisser conduire aussi facilement. Hein. Il essaye de se rapprocher de Carmen avec tous les trucs qu'il peut employer, hein, tous les prétextes, voilà. On l'imagine un peu comme un ado amoureux et puis plein de surprises. Mais Carmen, elle reste quand même très distante. Elle peut pas dévoiler la réalité à ce garçon. Elle peut pas
Elle peut pas raconter qu'on l'enferme chaque soir dans sa chambre fermée à clé. C'est compliqué pour elle d'exprimer ça et la réalité de son quotidien, de son quotidien familial, je crois qu'elle en est tout à fait consciente, n'est pas... il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Malgré tout, ce trajet en bus qu'ils vont faire tous les matins va réveiller un peu Carmen, parce qu'elle trouve que c'est très agréable, et ses sentiments commencent à prendre de la couleur. Cette fameuse couleur si chère à l'auteur. Alors le trajet en bus, c'est un moment agréable. Mais arrivé au lycée, la réalité est là. Carmen, c'est une fille qui est moche, avec des fringues moches, avec des godasses moches, et puis les jolies filles de la classe sont très jalouses, puisqu'elle a attiré quand même le regard de Wael, qui visiblement est un garçon convoité. Et arrive ce qui devait arriver un jour ou l'autre, c'est que Carmen se fait littéralement tabasser par ses filles qui l'insultent, qui vont passer par toutes les humiliations possibles, imaginables, en lui donnant des coups de pied, en la mettant à terre, en ne s'arrêtant pas, quoi. Carmen, elle est vraiment tabassée, humiliée, et puis réduite à des ecchymoses, à un œil fermé et boursouflé. Wael, il dénonce les deux filles. Carmen se dit qu'elle va être sacrément punie par ses parents quand elle va rentrer dans cet état-là, avec ses vêtements abîmés. Et elle est très surprise, parce que son père a une réflexion, que de toute façon, celle qui lui a fait ça, elle aura son heure. Et il montre les blessures du doigt, et son père est particulièrement en colère. Donc Carmen n'est pas punie, et elle en est vraiment très étonnée. Et c'est là que finalement, il y a dans ce roman le petit passage qui fait basculer cette histoire. Carmen a besoin de quelques jours de convalescence, et très étrangement, parce qu'elle n'est jamais lâchée par sa famille, elle va aller chez sa grand-mère maternelle. Alors déjà, Carmen ne la connaît même pas, mais elle a une charge de travail, faut pas s'imaginer qu'elle est en vacances, évidemment. Elle va mettre de l'ordre dans la maison, et puis elle a un oncle, que je ne connaissais pas non plus, Bernard, qui est censé la surveiller. Mais Bernard a de multiples facettes, et il ne va pas nécessairement la surveiller. Carmen a quand même changé intérieurement, grâce à Wael, et elle va découvrir cet oncle qui peut être extrêmement gentil. Avec elle, il lui offre une affection qu'elle n'a jamais connue. Et elle va commencer à fouiller dans cette maison, puisque c'est la maison d'enfance de sa mère. Alors, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir y découvrir, qui va à ce point lui donner envie de creuser plus loin dans l'histoire de sa famille, qui jusque-là ne l'avait pas forcément intéressée. Voilà. Alors, on se la représente comme ça, c'est Carmen. Et j'ai trouvé qu'elle était très attachante. C'est vraiment un personnage adorable. Elle a une éducation stricte, violente, mais elle reste bonne élève, et elle est quand même courageuse, elle est intelligente. Elle fait face à tout ce qu'elle découvre
Et même quand sa curiosité devient dangereuse, parce que sa mère la met en garde sur... Sa mère lui dit qu'elle ne pourra pas toujours la protéger. Bon, Carmen ne se sent pas vraiment protégée par sa mère, alors de quoi? Bon. Carmen, elle se laisse aimer aussi par les personnages qui croisent son chemin. Et je me suis vraiment attachée à cet ado d'à peine 16 ans. Je l'ai suivi dans ses aventures jusqu'au bout, jusqu'au petit mot de la fin, le petit mot qui fâche un peu, à suivre, parce que moi je suis restée sur ma fin, bien entendu, c'est un tome 1, et en plein suspense, c'est monté, c'est monté, c'est monté. C'est vrai que c'est vraiment un style d'écriture où la pression, où l'ambiance, où tout ce qui se dévoile monte, monte, monte. Au départ, on vit une vie d'adolescent, ce serait presque de la littérature jeunesse, avec une amourette de collège, et on va pas du tout rester là bien longtemps. Et c'est vrai que le suspense, la pression, la façon dont l'auteur a écrit fait monter cette pression petit à petit, et la pression arrive quand même à un bon degré quand vous avez à suivre. Et bon, j'attends le tome 2, puisque Carmen, c'est vrai, cherche une vérité, mais c'est ce qui a marqué: à la recherche de la vérité, elle découvrira l'impensable. Eh bien, je l'ai laissée dans une situation particulièrement inconfortable. Alors, je voudrais bien savoir si elle s'en sort et comment elle s'en sort. Et puis, l'impensable. L'auteur a mis un avertissement, attention, âme sensible, s'abstenir. J'avoue que rien ne m'a particulièrement choquée, et que je trouve le sujet qui est développé extrêmement réaliste. Alors, je ne veux pas dévoiler cet impensable, mais même si ça fait pas la une des médias, je pense que, enfin non, j'en suis sûre d'ailleurs, il y a déjà ce sont des événements qui ont déjà été dévoilés. En général, dans ces cas-là, on parle de complotistes, mais non, si vous faites des recherches qui sont bien ciblées, ça ne fera que semer encore plus le doute, et ça va donner à ce roman une crédibilité presque inimaginable. Bon, je vais peut-être pas en dire trop, sinon je vais tout vous raconter, et c'est pas du tout ça qui était prévu. Pour parler un peu de ce style, je vais vous dire, le rythme de ce roman est addictif. Il y a une facilité de lecture je vous l'ai montré dans les pages, mais moi, j'ai lu ce premier tome dans une sorte de quête, la quête que j'ai faite moi, c'est-à-dire, vous savez, un peu le page turner, je tourne les pages. Et que va-t-il se passer ensuite? Le premier qui me fait perdre ma page, ça va plus du tout. Parce que Carmen, dans ce premier opus, elle a déjà plusieurs vies pleines de rebondissements. Et si vous... je pense qu'on croit avoir découvert l'impensable, mais non, le chapitre suivant est tout à fait déroutant, et encore et toujours.
et jusqu'au bout. C'est une plume qui est fluide, qui est subtile et parfois presque poétique. Et une très belle plume qui est captivante. Elle saisit votre attention. Bon, c'est vrai que je vois pas comment classer ce livre, donc on va dire que c'est un thriller qui est particulièrement bien construit. Et si vous êtes amateur de ce style, je vous conseille de le découvrir vraiment de toute urgence pour pouvoir enchaîner sur le tome 2. C'est vrai que moi, dès qu'il sort, je me jetterai dessus. Et je me suis abonnée d'ailleurs à l'auteur pour pouvoir avoir ce tome 2 assez rapidement. J'ai pas voulu trop raconter l'histoire parce que je préfère vous laisser découvrir. Et c'est un petit peu, c'est un exercice difficile parce qu'effectivement il y a des passages et comme je l'ai dit, Carmen, elle va vivre plusieurs vies, plusieurs moments. Donc il y a la tension qui monte et puis, mais il y a beaucoup de rebondissements et c'est ce qui fait que même faire un résumé, je crois que je l'ai fait finalement. C'est dévoiler quelque chose. Un résumé un petit peu trop pointu va dévoiler énormément sur cette jeune fille et sur ce qui se passe, sur ce qui va changer. Parce que le changement est très progressif. Elle apprend, Carmen. Parce qu'il y a des choses qu'elle n'a jamais vécues, puis qu'elle va vivre, et puis qu'elle va... Ouais, c'est vraiment une très belle plume. Alors évidemment, si je recommande ce roman aux amateurs de thrillers qui ne sont pas choqués facilement. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que j'en ai lu d'autres après que j'ai trouvé beaucoup plus. Là, c'est pas. C'est vraiment dans l'ambiance, je pense, dans la psychologie, où on se retrouve avec une pression qui fait qu'effectivement, ensuite, le sujet qui commence à se laisser dévoiler peut heurter la sensibilité, mais quelque part, on ne peut pas non plus se voiler la face. Ça court et puis parfois, lire des thrillers, c'est instructif et faire des recherches, ça s'avère très instructif parce qu'on découvre un petit peu la face cachée de ce qui est notre monde à nous. Alors caché ou pas tellement caché d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à la vue de tout le monde. Alors voilà. C'est vrai que moi je le laisserai dans les mains parce que il n'y a pas de on peut imaginer la violence mais pas elle est pas décrite froidement comme ça. Après c'est vrai que chacun voit. Je vais terminer ma chronique en présentant un petit peu ce qui m'amène à vous les présenter, ce qui m'amène à faire découvrir un peu plus l'écriture, un peu plus
Ce site, c'est vrai que c'est pas très explicite, mais c'est celui d'une association de protection de l'environnement. Il y a quelque temps, je m'étais rendu compte que l'érosion de la biodiversité contribue à notre insécurité alimentaire et énergétique aussi d'ailleurs. J'avais eu, c'était un peu avant 2016, cette réflexion que nous devenons extrêmement vulnérables face aux inondations, par exemple, aux catastrophes naturelles, visiblement aussi à autre chose. Et la perte de cette biodiversité, en fait, affecte notre santé. Elle affecte aussi la disponibilité de la qualité de l'eau. Et le changement climatique n'est pas vraiment le seul danger qui nous menace. C'est vrai que la destruction de notre milieu de vie, de certaines espèces, fait partie des principales causes de pertes constatées au niveau de la biodiversité. Ce que je viens de vous dire, je pense, prend aujourd'hui toute son importance. Et je vous promets que j'avais rien deviné quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors pourquoi je m'exprime là-dessus aujourd'hui? C'est pas du tout pour vous faire part de mon analyse scientifique de la situation 2021-2022. Non, c'est juste à ce niveau-là, c'est que faire et comment vous pouvez nous aider. Tout simplement, vous pouvez soutenir cette association comme on le fait pour d'autres, mais d'autres qui ont des moyens de se faire de la publicité, des moyens de vous envoyer des trucs, des gadgets pour se faire, et puis qui sont extrêmement connus, qui touchent des subventions. Nous, on n'en demande pas par respect, déjà. Voilà. Donc en fait, avec nous, chaque adhérent, chaque donateur, ou même quand vous achetez un carnet sur la boutique de l'association, vous participez à une idée que j'ai développée, c'est que l'énergie cheval est une alternative et une solution pour le futur. Alors vous savez très bien que effectivement je suis éthologue et que ma thèse a été faite avec et sur des chevaux sauvages, sur leur façon à eux de vivre leur environnement. Les enjeux aujourd'hui constituent quand même une opportunité de redonner une place de choix à nos amis équidés, et tout en préservant autant l'environnement que la biodiversité. C'est vrai qu'on essaye de faire connaître au plus grand nombre cette solution d'avenir, même si elle vous semble d'une autre époque. C'est une solution d'avenir. Chaque adhésion, chaque don, chaque carnet adopté va nous permettre de continuer à construire nos actions en ce sens. Et habituellement, on organise les manifestations auxquelles nous avons droit, ce que nous n'avons pas fait depuis le début de la crise sanitaire pour des raisons toutes bêtes. C'est que il faudrait qu'on soit des vérificateurs que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que moi, si je vous propose une visite botanique, je vais avoir du mal à vous imposer un masque, étant donné que le but, c'est de respirer dans la nature. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que pour respecter les mesures gouvernementales, je vais dire ça comme ça,
eh ben, c'est vraiment très compliqué, surtout quand on est en pleine nature, avec des animaux. C'est pour ça qu'on utilise le numérique, malgré la pollution qu'elle dégage, on essaye quand même de minimiser, mais à ce jour, c'est notre seul moyen de pouvoir continuer et de pouvoir financer. Nous avons des très petits comptes. De pouvoir financer les actions. C'est vrai qu'en fin de chaque chronique rédigée, vous avez la possibilité de faire un don. Aussi petit que soit-il, il n'y a pas vraiment de petits dons, hein, vous savez, si chacun y met un petit peu du sien, on peut faire vraiment beaucoup de choses, et on fait déjà pas mal de choses grâce à ceux qui nous ont soutenus depuis le tout début. Voilà, donc je tenais à dire un petit mot là-dessus. Je ferai très probablement une vidéo uniquement là-dessus, pour que vous soyez conscient de ce que vous faites quand vous êtes sur le site, et les raisons qui font qu'on va plus vous inviter à lire, on va plus vous inviter à écrire qu'à être devant des écrans. Parce qu'effectivement, pour regarder l'environnement, pour pouvoir se rendre compte de l'état dans lequel on a mis notre habitat, eh ben, on ne peut pas être devant un écran toute la journée, il faut sortir. Et souvent, quand on lit, quand on écrit, on a une réflexion qui est beaucoup plus poussée que malheureusement, voilà, le fait de rester confiné. Voilà. Je vous parlerai la semaine prochaine d'un autre thriller, alors qui est très surprenant là par contre. Au niveau couverture, parce que j'aime bien parler des couvertures. Et celui-là, mais si je l'ai, waouh, c'est Ad Vitam Aeternam, et je vais vous en parler, vous vous rendrez compte à quel point la couverture n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Mais rien. C'est juste une œuvre d'art. Voilà. Que j'avoue, pas très à mon goût, mais bon, ça c'est mon goût, d'accord. Mais c'est vrai que c'est très marrant, parce que quand j'ai vu cette couverture, j'étais très surprise, et à l'intérieur, on s'attend à beaucoup plus de violence que ce qu'il y en a en réalité. Voilà. Donc maintenant, je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye!